D'environ 1430 à 1591, un État appelé l'Empire Songhai existait, situé dans la partie occidentale du Sahel, qui désigne cette zone médiane de l'Afrique, qui forme une zone de transition entre les savanes plus humides au sud et les déserts plus arides au nord. Il couvrait environ le territoire actuel du Niger, du Mali et du Burkina Faso. À son apogée, c'était l'un des plus grands empires africains de l'histoire, son nom venant du peuple autochtone Songhai. Gao était sa capitale, aujourd'hui située au Mali, avec d'autres villes importantes comme Tombouctou et Djenné, également situées au Mali, ce qui nous montre, avec cette carte utile, que l'empire était principalement centré là-bas. Et maintenant, en 2024, plus de 400 ans après la disparition de l'empire, il est de retour. Enfin pas vraiment, mais en quelque sorte. Ce qui revient aujourd'hui, ce n'est pas un empire Songhai moderne. En fait, je dirais que le seul point commun, c'est qu'ils se trouvent à peu près sur le même territoire. Cette nouvelle organisation qu'on aurait tort d'appeler un pays est la Confédération des États du Sahel. Mais après tout, la CSA se considère comme un pays, et les États-Unis d'Amérique sont aussi un pays. Donc, même s'il peut y avoir un degré plus élevé d'autonomie politique, je ne pense pas qu'il soit exagéré d'appeler cela un pays en devenir. La Confédération du Sahel a été officiellement créée cette semaine, au moment où je publie cette vidéo, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui passent de leur ancienne alliance militaire à cette nouvelle entité. Le pacte de défense initial a été créé par les trois pays en septembre 2023, et la Confédération vient d'être établie le 6 juillet 2024. Alors, pourquoi personne ne l'apprécie ? Eh bien, pour deux raisons. Elle est anti-française, donc la plupart de l'Europe et les alliés de la France dans le monde ne l'apprécient pas. Deuxièmement, elle s'oppose aussi à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cela fait que tous, ou la plupart de ses voisins, ne l'apprécient pas, ce qui pourrait amener le reste de l'Afrique à en faire autant, en raison de l'instabilité qu'ils apportent au continent. Alors maintenant que nous savons ce qu'est ce nouveau pays, et pourquoi la plupart des gens ne l'aiment pas, découvrons pourquoi il a vu le jour et comment il est censé fonctionner. D'abord, un peu d'histoire. Comme je l'ai mentionné, le pacte de défense original entre ces pays a été créé lors de la crise de 2023, au cours de laquelle le bloc politique ouest-africain, l'ECOWAS, a menacé d'intervenir militairement pour rétablir un régime civil après un coup d'État au Niger plus tôt cette année-là. Le Burkina Faso et le Mali, tout comme le Niger, se sont également retrouvés sous le contrôle de juntes militaires, avec les trois États qui semblent renforcer leurs liens avec la Russie après les changements de pouvoir. En s'éloignant de l'Europe occidentale, surtout de la France qui conserve une forte influence dans ses anciennes colonies. L'objectif déclaré de la Confédération est de se protéger contre d'éventuelles menaces de rébellion armée ou d'agression extérieure. Donc essentiellement, une alliance défensive comme l'OTAN. C'est le moment qui précède immédiatement la création de la Confédération. Mais comment en est-on arrivé là ? Le Sahel est le théâtre d'insurrections rebelles depuis environ 2003, ce qui a entraîné de nombreux conflits dans la région, comme la guerre du Mali et l'insurrection de Boko Haram. À cette époque, une alliance a été formée entre le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie, appelée l'Alliance du G5 Sahel, et de nombreuses forces européennes, en particulier françaises, en raison du passé colonial, ont été déployées pour soutenir ces efforts. Mais ils n'ont pas eu beaucoup de succès, et notamment à cause de la désinformation. La population a commencé à ne plus les apprécier. En 2022, le Mali s'est retiré de l'alliance du G5 Sahel. Le Niger et le Burkina Faso ont fait de même en 2023, ce qui a conduit à l'annonce de sa dissolution par le Tchad et la Mauritanie 3 jours plus tard. J'ai étudié l'ascension et la chute des empires, et j'ai constaté que c'est assez similaire au marché boursier. Vous trouvez une action solide et vous y investissez, pour découvrir qu'un mois plus tard, elle a chuté et que vous avez perdu votre argent. Ensuite, j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Laissez-moi vous montrer comment je fais, et comment vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 €. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prédire et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux actualités. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour.
Sur la plateforme Mintos, tout est simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance, et les paiements arrivent à chaque jour comme un revenu passif prévisible sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement désiré, le niveau de risque que je suis prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir, et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement, ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime. La grande question est, quel est le rendement attendu? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous la directive MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir dès maintenant. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises, et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. L'idée persistante a récemment conduit à ce que chacun de ces 3 États, désormais membres de la Confédération, voit son gouvernement démocratiquement élu et pro-occidental renversé par son armée. Chacun des 3 est maintenant dirigé par une junte appartenant à la ceinture des coups d'État, incluant aussi le Soudan, la Guinée et le Tchad. L'instabilité régionale, en plus de la supposée influence russe et du soutien à ces groupes militaires, a conduit à ces coups d'État. Mais il est également important de noter que depuis 1990, 21 des 27 coups d'État en Afrique subsaharienne ont eu lieu dans d'anciennes colonies françaises. Ce qui a amené certains à se demander si l'influence française en Afrique n'a pas, en elle-même, un impact déstabilisateur. Mais avant cela, un mot rapide de notre sponsor, vous. Sans vous qui regardez, aucune de nos vidéos ne serait possible, et beaucoup d'entre vous vont encore plus loin grâce à notre Patreon, en nous soutenant directement et en nous aidant à faire de meilleures vidéos chaque semaine. En échange de votre aide sur Patreon, vous bénéficiez de certains avantages sympas, comme la possibilité de proposer des idées de vidéos, d'avoir votre nom dans la description et le générique de fin de chaque vidéo, ainsi qu'un accès anticipé aux vidéos. Chaque semaine, Behind the Scene dévoile l'écriture, le montage du script et propose des sondages pour choisir titres et miniatures. Sans oublier des diffusions en direct exclusives avec des questions-réponses et d'autres sujets, ainsi que la possibilité de m'envoyer directement un message pour tout ce que vous souhaitez dire. Alors si vous voulez soutenir la chaîne et accéder à tous ces avantages exclusifs, rejoignez l'armée du savoir dès aujourd'hui, que ce soit en tant que médecin, fantassin, cavalier, artilleur ou même officier. Tout est disponible dans le lien en haut de la description. Revenons à la vidéo. En ce qui concerne ces 3-là, tout a commencé avec le Mali en 2020, lorsqu'Assimi Goïta et le Comité national pour le salut du peuple ont pris le pouvoir, après avoir renversé le président élu Ibrahim Boubacar Keïta. En 2022, une faction de l'armée du Burkina Faso a renversé leur gouvernement militaire en place, installant Ibrahim Traoré à la place de Paul-Henri Damiba, qui lui-même était arrivé au pouvoir par un coup d'État précédent, ayant renversé le gouvernement démocratique du président Roch-Marc Kaboré. Plus récemment, en 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a renversé le gouvernement élu du Niger de Mohamed Bazoum, installant Abdourahmane Tchiani et une nouvelle junte. Après le coup d'État au Niger, craignant une propagation de l'instabilité et sous pression diplomatique française, nous tirons de nombreuses ressources précieuses d'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a menacé d'intervenir militairement et de rétablir le gouvernement du président Bazoum. Le Mali, le Burkina Faso et dans une moindre mesure la Guinée soutiennent aussitôt le Niger, sans doute par crainte d'une intervention militaire similaire. Les 3 premiers ont donc créé une alliance militaire défensive à la fin de 2023 et ont même annoncé leur retrait de la CEDEAO en 2024. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de prises de pouvoir militaires non élues et antidémocratique, et l'influence russe semble très évidente, avec pour objectif d'éliminer l'influence française dans la région et d'affaiblir la France en lui retirant l'accès à des ressources clés. Mais on peut aussi se demander si les 3 pays auraient été aussi prompts à s'allier et à se tourner vers la Russie, devenant presque des États parias pour leurs voisins, si la France n'avait pas poussé la CEDEAO à intervenir, et même envisagé d'intervenir elle-même. Emmanuel Macron a même déclaré qu'il pourrait potentiellement prendre des mesures militaires à la demande du dirigeant nigérien
Mohamed Bazoum, avec le dirigeant militaire nigérien, accusant la France de continuer à déployer ses forces dans plusieurs pays, dans le cadre de préparatifs pour une agression contre le Niger. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il pris cette position ? En réalité, le Niger et l'Afrique de l'Ouest comptent pour la France. L'empire colonial est terminé, mais les Français tiennent à conserver leur influence, surtout sur leur monnaie. Ils contrôlent également de nombreuses entreprises de télécommunications et infrastructures, sans parler des importantes mines d'uranium qui alimentent les centrales nucléaires françaises en Europe, lesquelles fournissent la majeure partie de l'électricité du pays. En 2022, l'uranium du Niger représentait 20% des importations françaises de ce matériau. L'influence de la France à l'ONU s'en trouve également diminuée. Ainsi, traditionnellement, elle obtient beaucoup de voix de la part de ses anciennes colonies, dans le sens de ses propres intérêts. Cette perte d'influence met également en danger leur position diplomatique. Et pour ajouter à cela, le Niger constitue un point de contrôle important pour les migrants venant du golfe de Guinée vers les côtes méditerranéennes, espérant atteindre l'Europe. Et avoir un gouvernement hostile là-bas pourrait signifier qu'on laissera passer davantage de migrants vers l'Europe, ce qui causerait des problèmes supplémentaires chez nous. En résumé, l'instabilité locale, associée à une hostilité juste ou injuste envers les Français, ainsi qu'aux actions des Français eux-mêmes, ont conduit à ces coups d'État militaires et à leurs actions par la suite. Et maintenant, ces trois juntes militaires sont allées encore plus loin, passant d'une simple alliance défensive à la formation d'une confédération à part entière. L'alliance vise d'abord à créer une union économique et monétaire, avec une monnaie commune proposée appelée le Sahel. La semaine où cette vidéo est publiée, le 6 juillet, les dirigeants militaires se sont réunis lors d'un sommet à Niamey, au Niger, et ont signé un traité de confédération. Cette réunion dans la capitale nigérienne a réuni Abdoulaye Diop, Karamoko Traoré et Bakary Sangaré, respectivement les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L'un d'eux a déclaré, en partant, que la confédération de l'Alliance des États du Sahel est née. L'objectif de cette réunion était de finaliser le projet de texte sur l'institutionnalisation et l'opérationnalisation de la Confédération. Ce projet de texte, dont le contenu n'a pas été divulgué, pourrait servir d'étape vers une constitution commune et sera soumis aux chefs d'État des trois pays pour adoption dans les semaines à venir. Après être passé de l'indépendance totale à une alliance militaire, puis à une union économique et monétaire, il n'est pas improbable que la prochaine étape soit une forme d'intégration politique. Un autre de leurs principaux objectifs autoproclamés est également de réduire davantage le néocolonialisme et l'influence européenne en Afrique de l'Ouest, en particulier celle des Français. La preuve en est qu'après le coup d'État au Niger, leur armée a donné 48 heures à l'ambassadeur français pour quitter le pays, un ultimatum refusé par la France, qui finira par retirer ses ressortissants du pays plus tard. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Je doute que la CEDEAO intervienne militairement, car cela impliquerait une guerre totale avec trois pays. Et même si l'organisation est toujours composée d'autres membres importants, et sans doute plus riches et plus puissants, comme le Nigeria, le Ghana, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal et le Cap-Vert. Une intervention ou une guerre déstabiliserait totalement la région, ce qui ne leur serait pas avantageux non plus. Le départ et l'hostilité de ces trois pays sont problématiques, mais y répondre ouvertement pourrait empirer les choses. Cependant, l'inaction présente aussi des risques. Si l'expérience réussit, d'autres pays du Sahel pourraient rejoindre la Confédération. Surtout ceux qui appartiennent aussi à la ceinture des coups d'État, comme la Guinée, le Tchad et le Soudan. Cela déstabiliserait davantage la région, affaiblissant encore le pouvoir de la CEDEAO et l'influence française et occidentale. Qu'en pensez-vous ? Est-ce une mauvaise chose ? Ou appréciez-vous que cela se produise ? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Un grand merci à mes mécènes pour avoir rendu ces vidéos possibles. N'oubliez pas de me soutenir sur cette plateforme si vous souhaitez accéder à du contenu spécial et exclusif.